Effectivement, les exposés pour l'instant s'emboîtent un peu comme des poupées gigouilles, mais c'était un peu l'esprit du programme. Et pour cette raison, le mien intervient en troisième position, puisqu'il va permettre de rebondir sur ce qui a été dit, et notamment ce qui vient d'être dit pour toi sur l'aspect, en quelque sorte, religieux des catastrophes et de leurs conséquences. Moi, je voudrais étudier cet aspect du sujet sous l'angle de la responsabilité des décideurs publics, et plus précisément sous l'angle de la responsabilité pénale, en partant peut-être de l'héritage chrétien connu sous le nom de gouvernement spéculaire. Le gouvernement spéculaire, c'est quoi? C'est l'idée que l'exemple doit venir d'en haut et que ce n'est qu'à cette condition finalement que les sujets du souverain se conformeront à ces règles. Et pour que l'exemple vienne d'en haut, nous a-t-on expliqué au moment de la Révolution, il faut notamment, à partir du moment où on transfère la souveraineté de Dieu aux hommes, que ceux qui sont au pouvoir puissent rendre des comptes de leurs actions. C'est par exemple ce qu'avaient exprimé les cahiers de doléances d'Amiens, qui était, je cite, unanime, en 1789, unanime à réclamer la responsabilité effective, sérieuse, des ministres et de leurs préposés. Et au tout début de la Révolution, une loi importante, la loi des 16-24 août 1790, en a tiré une conséquence en abolissant tout privilège en matière de juridiction. C'est-à-dire que si je m'arrête là, en vertu de ce texte, eh bien, pour l'avenir, les ministres, les agents publics, comme on dirait aujourd'hui, devraient rendre compte dans les conditions ordinaires, devant les juges ordinaires, notamment devant le juge pénal, de leurs actions. Mais vous savez déjà que cette règle a été vite remise en cause, puisque les révolutionnaires ont, en réalité dans le même texte, un article un peu plus loin, commencé à réintroduire des immunités destinées à soustraire ce qu'on appelle aujourd'hui les décideurs publics à la loi pénale ordinaire. Le problème, c'est que à l'époque, la construction juridique qui a été mise en place a été davantage soucieuse de la verticalité du pouvoir que de la responsabilité de ses dépositaires, ce qui explique qu'avec l'usure du temps, ces règles ont été de plus en plus contestées, au point qu'une première fois, au tournant du 19e siècle, et puis une deuxième fois dans les années 1990, on a assisté à un phénomène de déconstruction, reconstruction de ce régime de responsabilité pénale mis en place sous la Révolution, avec une reconstruction juridique davantage garante depuis de la responsabilité des dépositaires du pouvoir, mais reconstruction juridique, pour autant, loin de faire l'unanimité. Alors ce sont ces deux axes, moi, que je voudrais très rapidement développer, pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger entre nous autour d'une table ronde, mais ces axes me semblent assez intéressants pour réfléchir au sujet sous cet angle-là. Alors, sur le premier temps, sur l'idée que, historiquement, la construction juridique a davantage été soucieuse de la verticalité du pouvoir que de la responsabilité de ses dépositaires. C'est la conséquence finalement de deux mécanismes qui ont cumulé leurs effets. Le premier mécanisme, c'est l'instauration d'un filtrage préalable des poursuites. Effectivement, au tout début de la Révolution, pour des raisons pratiques en réalité, on conditionne la mise en cause pénale des décideurs publics à une autorisation politique ou administrative, mais cette autorisation est nécessaire parce que sans elle, les poursuites ne peuvent pas prospérer. Alors pourquoi est-ce qu'on met ce système de filtrage préalable en place? Eh bien tout simplement, au départ, pour des raisons vraiment pragmatiques. Il ne faut jamais oublier que les cours de justice sont les héritières des parlements de l'Ancien Régime, et y siège la noblesse de robe, qui est plus soucieuse au rétablissement de la monarchie qu'à la sauvegarde des acquis de la Révolution. Et donc il s'agit de mettre les décideurs publics à l'abri de la justice vindicative de cette noblesse de robe. Mais ça, c'est dans un premier temps. Parce que, très rapidement, finalement, cette solution est pérennisée et on lui trouve des justifications théoriques. Et
Pour faire simple, l'idée c'est qu'à partir du moment où on a transféré la souveraineté de Dieu à la loi, c'est-à-dire au législateur, eh bien il convient de mettre le législateur à l'abri de l'action du juge pénal, qui ne doit pas pouvoir le mettre en cause sans l'autorisation de ses pairs. Et puisque l'exécutif est là pour appliquer, mettre en exécution la loi décidée par ce pouvoir législatif, eh bien il est normal que les ministres ou les préposés de l'administration ne puissent pas non plus être mis en cause sans une autorisation préalable. Et il y a un système qui se met en place comme ça, mais qui est complètement cohérent et qui explique peut-être ce que Olivier Boraz disait tout à l'heure sur la culture du parapluie que l'administration française a encore aujourd'hui, puisque finalement, si un agent, un préposé de l'administration, un sans grade, commettait une infraction, eh bien, il fallait remonter la chaîne des responsabilités de lui à son supérieur hiérarchique, du supérieur hiérarchique au ministre, et si le ministre était mis en cause, eh bien seuls les parlementaires pouvaient éventuellement autoriser les poursuites contre lui. Et si on accusait à un parlementaire le sens de son vote, eh bien seuls ses pairs pouvaient effectivement être juges du fait qu'il avait commis une faute. Donc il y avait un système totalement cohérent. Donc dans l'esprit de l'époque, pour vraiment assurer le respect de la loi, l'expression de la volonté générale, mais on sent bien que ce système était peut-être un peu trop protecteur, et il était d'autant plus qu'un autre mécanisme est venu aggraver l'efficacité de ces immunités, c'est le cumul des immunités, puisque le cumul des mandats a commencé à se développer surtout sous la Troisième République, mais qui dit cumul des mandats dit en réalité, au point de vue juridique, aussi cumul des responsabilités, ou plus précisément cumul des immunités. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple du député-maire à l'époque, puisque le député-maire, il bénéficiait d'immunité pénale du fait de son statut de député, mais aussi du fait de son statut de maire. Alors, par exemple, s'il était mis en cause, ce député-maire, pour des faits étrangers à l'exercice de son mandat parlementaire, mais liés à l'exercice de sa fonction municipale, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, la victime qui se plaignait de son agissement ne pouvait agir qu'à condition d'obtenir la levée de l'immunité attachée au mandat national. Donc il fallait demander la levée de l'immunité. Mais pour demander la levée de l'immunité, il fallait que le juge pénal soit saisi. Or, pour que le juge pénal soit saisi, eh bien, il fallait que l'administration autorise les poursuites contre l'intéressé en sa qualité de maire. Ce qui fait qu'en réalité, la victime s'est trouvée pendant longtemps dans une espèce de relation circulaire avec l'état du droit qui neutralisait totalement ses capacités d'action, puisqu'elle ne pouvait pas demander directement à la Chambre la levée de l'immunité parlementaire. Il fallait que ce soit le parquet devant le juge pénal qui demande au garde des Sceaux de demander au président de la Chambre intéressée le vote sur une hypothétique levée de l'immunité. Alors, par la suite, des réformes sont intervenues, mais qui, finalement, tout en reconnaissant aux victimes le droit d'agir, n'ont pas totalement remis en cause l'efficacité des immunités qui existaient, de sorte que c'est Alexis de Tocqueville qui a le mieux résumé, finalement, les impasses auxquelles conduisaient les immunités mises en place en 1789. Il suffisait, explique-t-il, pour les dépositaires du pouvoir, de tenir à l'administration par le plus petit fil pour n'avoir rien à craindre que d'elle, de tenir à l'administration par le plus petit fil pour n'avoir rien à craindre que d'elle. Et en réalité, poursuit-il, le système mis en place sous la Révolution était pire que celui de l'ancien droit. Car, là encore, je le cite, avant la Révolution, le gouvernement ne pouvait couvrir ses agents qu'en recourant à des mesures illégales et arbitraires, tandis que depuis, il a pu légalement leur laisser violer les lois avec le soutien, faut-il ajouter, du législateur lui-même. Donc, avec l'usure du temps, ces mécanismes ont fini par montrer leurs limites, et c'est la raison pour laquelle, sous la pression de l'opinion publique, ils ont fini par faire l'objet d'importantes réformes. Alors, ça s'est fait de façon progressive, sur presque un siècle, et un élément déclencheur important a été les scandales politico-financiers dans les années 1990. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, c'est pas la pression de l'opinion publique à elle toute seule qui a obtenu une évolution du cadre juridique. Il y a aussi une certaine rationalité économique qui s'est mise en place à ce moment-là, qui a conjugué ses effets, en fait, avec cette pression de l'opinion publique pour justifier un certain nombre d'évolutions, puisque dans les années 1990, l'URSS s'effondre.
monde, on essaye d'avancer dans la mise en place de la mondialisation et ça se concrétise par la conclusion de conventions internationales anticorruption et ce sont en réalité ces conventions internationales qui obligent les États et notamment la France à faire évoluer leur cadre juridique. Alors, des réformes sont intervenues, mais celles-ci apparaissent insuffisantes ou excessives, selon le point de vue qu'on peut retenir. Alors, pour faire simple, mais de façon un peu caricaturale, on va dire qu'elles sont insuffisantes du point de vue de l'outsider, peut-être du point de vue de la majorité des citoyens, alors qu'elles peuvent paraître excessives du point de vue, au contraire, de l'insider, c'est-à-dire du point de vue de ceux qui sont en position de décideurs publics. Alors, du point de vue de l'outsider, les réformes sont insuffisantes pour tout un tas de raisons. Si on extrait l'essentiel, il y a une insuffisance qui est commune à tous les décideurs publics, qui est liée à la subordination du parquet à l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Subordination du parquet à l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux, parce que là encore, même si un certain nombre d'évolutions sont intervenues, par exemple comme l'interdiction d'adresser des consignes individuelles au ministère public dans des affaires notamment impliquant des décideurs publics, eh bien, le pouvoir politique, en réalité, a encore des moyens de pression qui peuvent, conduire les membres du parquet à pratiquer une sorte d'autocensure quand sont en cause des dépositaires du pouvoir, notamment au niveau national, puisqu'il ne faut pas oublier que les évolutions de carrière dépendent au final d'une décision politique, puisque même s'il y a un Conseil supérieur de la magistrature qui se prononce, eh bien c'est le politique qui garde le dernier mot sur la décision des promotions professionnelles. Alors, à côté de ça, il y a certaines insuffisances qui sont propres aux décideurs publics constitutionnels. Donc, pêle-mêle, on peut penser à l'irresponsabilité parlementaire qui empêche les poursuites contre les membres du Parlement à l'occasion des votes ou des opinions qu'ils expriment dans l'hémicycle. Alors, je ne parle pas de gestes obscènes que certains membres du gouvernement peuvent avoir dans l'enceinte des assemblées, mais vraiment des propos, puisque à l'ère des fake news, où vraiment l'intégrité du discours politique devient une condition de la fiabilité de la parole politique et de la survie et du maintien de la démocratie, on peut se demander si le maintien d'une irresponsabilité absolue, c'est-à-dire l'impossibilité de poursuivre les parlementaires pour des propos abusifs qu'ils pourraient tenir, se justifie véritablement. Ensuite, on peut se demander si le maintien d'un mécanisme de filtrage pour les députés, les sénateurs, les ministres ou même le chef de l'État lui-même se justifie encore, ou tout du moins si ce mécanisme de filtrage qui consiste à laisser aux politiques le soin de décider des poursuites contre d'autres politiques vraiment est une bonne chose, parce que si l'idée c'est de faire en sorte que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, on voit bien que ces mécanismes peuvent être sujets à abus, ils peuvent conduire la majorité à protéger abusivement les siens, voire cette majorité au contraire à lâcher l'opposition ou à lâcher un membre de la majorité qui aurait trahi. Donc tout ça, c'est pas véritablement satisfaisant. Des pistes de réforme existent. Par exemple, on suggère peut-être de s'inspirer des États-Unis qui permettent des procédures de recall, donc qui permettent aux citoyens eux-mêmes de prendre l'initiative de certaines poursuites dans des cas particulièrement graves. Donc de ce point de vue, effectivement, on peut constater des insuffisances, mais les insuffisances des uns sont les excès pour les autres, puisque pour les décideurs publics eux-mêmes, les réformes menées sont peut-être allées trop loin. Alors, elles sont peut-être allées trop loin concernant un certain nombre d'infractions intentionnelles, notamment celles qui ont trait à ce qu'on appelle le manquement au devoir de probité, alors qui est en lien direct avec le sujet, parce que parfois la corruption est la cause première des catastrophes. Si on n'a pas agi ou si on n'a pas anticipé, ou dans le cas de la Turquie, si les immeubles se sont effondrés, eh bien c'est à cause d'une corruption systémique, nous explique-t-on. Donc ces infractions sont importantes, mais l'arsenal répressif a été étoffé dans les années 1990 avec la création de nouveaux délits, le délit de favoritisme et puis ce qu'on appelle la prise illégale d'intérêt, qui constituent les premiers chefs de poursuite des élus, notamment à l'échelle locale. Et pour les intéressés, eh bien, même si les poursuites sont en réalité infinitésimales et extrêmement rares, c'est une dizaine de cas par an, eh bien, pour les intéressés, le fait même qu'elles existent sont la preuve que le cadre juridique est totalement inadapté. Même chose s'agissant d'autres infractions. Alors le premier c'est le favoritisme, et puis l'autre c'est la prise légale d'intérêt, qui consiste à
au fond, sanctionner le décideur qui a pris un intérêt dans une opération placée sous son contrôle ou sa surveillance. Dans sa version initiale, le texte disait un intérêt quelconque. Alors, les élus s'en sont plaints régulièrement, et en 2021, ils ont obtenu une réforme qui a remplacé intérêt quelconque par intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils aient fini par obtenir une réforme, même si on peut se demander si véritablement la substitution des expressions changera véritablement la portée de la jurisprudence. Surtout, ce qui est intéressant, s'agissant des excès des réformes, et c'est en réalité le point principal de discorde aujourd'hui, c'est le sort réservé à ce qu'on appelle les infractions non intentionnelles. Les infractions non intentionnelles, ce sont celles qui sont en lien avec les scandales liés aux catastrophes, ou ce qu'on reproche, comme on l'a dit, aux décideurs publics, c'est de ne pas avoir pris les mesures qui ont permis de prévenir la survenue de la catastrophe, ou pas avoir, lorsqu'elle a éclaté, su agir comme il fallait pour en atténuer les effets. Alors ici, le cadre juridique a déjà beaucoup évolué, parce qu'en 1994, quand le nouveau code pénal entre en vigueur, on a une définition des infractions non intentionnelles qui est sans doute trop large. Alors, ça fait consensus, c'est-à-dire qu'on a été trop loin dans la mise en cause pénale des élus, et donc en 1996, il y a une première réforme des règles applicables dans un sens d'un durcissement, mais qui paraît équilibré. Malgré cette première réforme, le sujet est tellement sensible que 4 ans plus tard, en juillet 2000, une autre réforme est votée pour durcir encore davantage les conditions d'engagement de la responsabilité non intentionnelle des décideurs publics. Alors on peut noter que 4 ans après, c'est-à-dire en réalité très rapidement après la mise en œuvre de la première réforme, dont on ne saura jamais finalement si elle a véritablement porté ses fruits ou non, donc ce qui prouve qu'ici il y a peut-être un réflexe plus psychologique que juridique, mais en gros la réforme de 2000, elle revient à exiger une faute d'une particulière gravité, c'est-à-dire qu'on peut appeler une faute lourde, faute d'une particulière gravité lorsque il y a un lien de causalité indirect, j'insiste, indirect entre le fait reproché au décideur et le dommage. Donc on exige une faute lourde. Donc ça durcit véritablement. Alors, ça n'empêche pas toute poursuite, mais quand on regarde la jurisprudence, notamment sur les élus locaux, ça joue un rôle de filtre, alors qui est compensé par tout un tas de mécanismes qui transfèrent la responsabilité en réalité du décideur sur la collectivité publique. Il y a un consensus pour dire que cette réforme est équilibrée de la part des élus locaux eux-mêmes, et donc l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2018, un projet de révision constitutionnelle est déposé. Alors, vous savez, c'est le projet de révision qui finalement est mort-né parce qu'il y a eu l'affaire Benalla qui a éclaté à ce moment-là, et donc la révision n'est jamais votée. Mais que dit ce projet de révision en 2018 s'agissant de la responsabilité des ministres? Eh bien, il propose une espèce de deal, c'est-à-dire qu'on supprime la juridiction d'exception compétente pour les juger aujourd'hui, qui est la Cour de justice de la République, qui fait l'unanimité contre elle, et en contrepartie, les ministres vont être soumis aux juridictions pénales de droit commun, alors sous réserve de quelques aménagements procéduraux de bon sens, mais surtout, eh bien, s'agissant des infractions non intentionnelles, ils ne pourront plus être poursuivis que si, je cite, le choix de ne pas agir leur est personnellement et directement imputable. Donc, vous voyez, en réalité, c'est une nouvelle réforme, parce que là, ce que ça revient à dire, très concrètement, c'est plus de poursuite pénale pour des infractions non intentionnelles dont le lien de causalité est indirect. Ce qui est le cas, en réalité, de tous les cas, alors qu'on appelle de maladministration, mais comme les scandales sanitaires ou peut-être scandales liés à une mauvaise gestion du défi climatique. Alors, le projet de révision, bien sûr, a avorté, je vous l'ai dit, mais là encore, l'histoire rebondit parce qu'en 2021, le Conseil d'État, dans l'étude annuelle qui a été citée, reprend l'idée. Il reprend l'idée en dénonçant une fuite en avant inquiétante de la pénalisation de la vie politique, et donc il propose à nouveau que la responsabilité pénale des décideurs ne puisse être mise en cause qu'à raison de l'inaction de la personne concernée, que si le choix de ne pas agir lui est directement et personnellement imputable. Donc c'est la même règle qu'on retrouve. Donc 2018, ça aboutit pas. 2021, on le reprend d'une façon en réalité plus élargie, puisque là, pas seulement les ministres sont concernés, et bon, ça rebondit à nouveau, avec le rapport sur les états généraux de la justice qui est déposé en 2022 par le comité chargé de sa rédaction, qui spontanément
il le dit lui-même, spontanément, s'empare de la question, alors que ce n'était pas dans sa feuille de route, et redit qu'il faut réarticuler responsabilité politique et responsabilité pénale. Bon, même si, quand même, il nuance l'idée d'une dépénalisation totale pour les cas de responsabilité non intentionnelle découlant d'un lien de causalité indirect, mais on voit bien que quand même, voilà, il y a une petite musique qui se met en place pour essayer de limiter le risque des plaintes contre les décideurs publics à raison de ces faits. Alors, faut-il s'en réjouir ou le déplorer? En réalité, ce qui est étonnant, c'est que, comment dire, ça arrive comme ça sans faire l'objet d'un véritable débat, et ça pose tout un tas de questions qui sont complémentaires. D'abord, c'est une question quasi philosophique. Les décideurs publics sont-ils les mieux placés pour décider seuls des immunités dont ils doivent bénéficier, puisque finalement, depuis 1790, c'est comme ça que ça se passe. On a l'impression parfois qu'ils se taillent un régime juridique pénal sur mesure, mais est-ce que vraiment c'est à eux d'en décider? Est-ce que, pour le coup, puisqu'on parle de démocratie participative, un atelier sur la question ferait pas sens? Je pense que la question mérite quand même qu'on s'y arrête lorsque l'on sait qu'on est dans un régime qui est une démocratie libérale et que la démocratie postule en toutes circonstances le respect de la volonté générale et le libéralisme, l'obligation de chacun d'assumer personnellement la responsabilité de ses actes. Donc de ce point de vue, est-ce que la pénalisation de la vie politique, c'est véritablement une perversion de la démocratie libérale ou au contraire l'expression de sa maturité? Ce qui serait simple peut-être dans une démocratie digne de ce nom, c'est de clairement poser le débat et d'interroger les citoyens sur le fait de savoir si, face aux catastrophes, les décideurs publics doivent véritablement bénéficier d'une espèce de trêve pénale, d'une immunité totale et absolue ou non. Je vous remercie.